d'accueillir trois intervenants pour ce débat. Laurent Hêtre, qui est le rédacteur de La Pensée, qui est une revue qui analyse les mutations du monde contemporain, qui a été créée en 1939, juste avant la guerre, et qui est une revue, on ne peut pas dire marxiste, mais qui analyse les mutations du monde contemporain, tournée vers l'émancipation. Nous avons Louise Cantel, qui est responsable des étudiants communistes de Rennes, voilà, et Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, sénateur de Paris, qui nous fait le plaisir d'être à la fête de l'UMA-Bretagne aujourd'hui, et on le remercie aussi beaucoup, comme Laurent et Louise. Alors, pour commencer ce débat, je voulais poser une première question à Laurent Hêtre sur la question de la bataille d'idées actuelles, puisqu'on est dans un monde où le capitalisme marque des points, il se transforme, puisque le tenant actuel en France est Emmanuel Macron. Et donc, je voulais lui poser une question sur la bataille d'idées, sur qu'est-ce que le philosophe pense de la bataille d'idées actuelle, sur le rapport entre le monde des classes populaires et le rapport de domination qu'elle subit, et quelle est l'originalité de la bataille d'idées actuelle, à ton avis? Bonjour à tous, merci Erwan. En fait, moi je dirais, si on regarde la classe dominante, son objectif est évidemment de neutraliser les capacités de riposte des classes laborieuses qui sont évidemment les premières cibles de ces politiques de dérégulation, de casse des droits sociaux et aujourd'hui plus particulièrement de casse du droit du travail. Il y a deux stratégies qu'on peut voir à l'œuvre de la part de cette classe dominante. La première stratégie, c'est évidemment la division du monde du travail, avec toujours la désignation de boucs émissaires pour diviser les classes laborieuses. La deuxième stratégie que j'entrevois, c'est plutôt une stratégie de ringardisation du monde du travail. Et ça, c'est le discours tenu effectivement par Emmanuel Macron, par son gouvernement, un discours très start-up qui présente la mondialisation comme une mine d'opportunités, y compris et surtout même à ceux qui perdent aujourd'hui leur emploi. Alors face à cette situation, de mon point de vue, clairement, les idées communistes sont aujourd'hui les seules à pouvoir rassembler le monde du travail, à pouvoir lui redonner confiance dans ses capacités d'intervention pour un changement radical de société. Mais on ne va pas se mentir, effectivement, les idées communistes ne sont pas aujourd'hui aussi populaires qu'elles devraient l'être. Pourquoi ? Moi, alors il y a évidemment plusieurs explications possibles, mais l'une des explications, de mon point de vue, c'est que depuis des années, l'une des définitions qui revient beaucoup du communisme est une définition beaucoup trop abstraite, tirée notamment de cette phrase de l'idéologie allemande de Marx, qui dit que le communisme, en gros, n'est pas, je cite de tête un peu, n'est pas un idéal sur lequel on se calque, mais c'est le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Alors cette phrase nous dit bien effectivement que le communisme est présent en puissance dans les germes, dans les contradictions de la société capitaliste. Mais la vraie question, c'est quelle force sociale pour porter ce mouvement? C'est cette question qui a été, de mon point de vue, progressivement évacuée ces dernières années. Cette dimension de classe qui pourtant est présente dans toute l'œuvre de Marx. Marx définit aussi le communisme comme la société des producteurs librement associés, les producteurs. Et même quelques lignes plus loin dans l'idéologie allemande, il précise que le mouvement réel auquel il se réfère, c'est l'action du prolétariat. Alors pourquoi cette dimension de classe a été un peu évacuée ou oubliée? Là aussi plusieurs explications, mais moi j'en retiendrai une qui me paraît fondamentale. C'est que sur ces dernières années, avec la révolution informationnelle, ce que certains appellent le capitalisme cognitif ou l'économie de la connaissance, la société de l'information, on a dans la gauche radicale, au niveau idéologique, tout un tas de penseurs, notamment je pense à Tony Negri, théoricien de la multitude, qui considèrent qu'aujourd'hui, nous serions tous producteurs de valeur, dans le travail bien sûr, mais également hors travail, comme usagers des nouveaux outils de communication et d'information. Simplement parce que nous produisons des données numériques qui sont accaparées par les géants du web, marchandisées et utilisées pour améliorer leur propre système de fonctionnement. Donc nous produirions tous de la valeur. Et l'enjeu, du point de vue de ces théoriciens, ce serait plus l'axe capital-travail qui serait décisif pour le changement social, ce serait capital-usager.
usagers finalement. Alors, et donc les usagers auraient à lutter contre la prédation qui s'exerce sur leurs données, sur leur savoir, leurs informations, leurs connaissances. Très bien. Pour moi, cette démarche est tout à fait valable. Elle a un sens. Par contre, elle n'efface pas du tout l'axe capital-travail qui, pour moi, reste fondamental. Ça reste l'axe premier à partir duquel remettre en mouvement un projet communiste. Je vais prendre un exemple très simple. Pour faire comprendre que le travail vivant est toujours aujourd'hui, à l'heure du numérique, la source du profit capitaliste. Ce n'est pas les données que nous produisons, c'est bien le travail. On parle d'Uber. Mais Uber, ce ne sont pas les données de géolocalisation que Uber utilise en situation de quasi-monopole pour permettre la mise en relation des clients avec les chauffeurs. C'est pas ça qui permet à Uber de faire son profit. Ça lui donne une rente. Mais son profit vient bien du travail des chauffeurs à la base. Et d'ailleurs, ceux-là ne se sont pas trompés, puisque ces dernières années, ils se sont mobilisés beaucoup pour revendiquer le statut de salarié, qui n'est certes pas une panacée, mais eux se trouvaient dans une situation de subordination salariale sans avoir les droits afférents au salariat. Donc voilà, pour terminer sur ce point, je dirais simplement que oui, pour moi, les idées communistes restent fondamentales, pour peu qu'on en réactualise le contenu de classe. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur, mettre vraiment l'accent, donner toute la priorité aux efforts pour créer des convergences entre les travailleurs de l'économie numérique et le salariat classique. J'ai une petite question, juste, peut-être tu peux rebondir sur ce que vient d'introduire Laurent Hêtre dans le débat, mais aussi une question par rapport à ton intervention au CN du 4 novembre, où tu revenais un peu sur, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution bolchevique, où tu revenais sur le temps long, etc., que cette révolution, cette accélération révolutionnaire, elle est arrivée sur un temps plus global de fait de lutte, en citant tout le 19e siècle quasiment, et aussi, donc je voulais, par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement, où il y a eu des luttes, il y a eu la lutte contre la loi travail, etc., est-ce qu'on est dans une période pré-révolutionnaire ou pas? Et surtout, quelle est la singularité du Parti communiste, des propositions communistes dans cette période-là, et qui s'ouvre et qui est importante, une période de domination, mais aussi de lutte et de parfois de succès? Bon, j'arriverai peut-être pas à répondre à tout ça en 5 minutes, mais en 5 minutes, ce que je voudrais dire, c'est d'abord dire un mot, puisque tu as fait référence à l'intervention que j'ai fait récemment le 4 novembre, dire un mot sur l'actualité de cette question. Je pense que le communisme est effectivement une question de notre temps, et je pense, j'ai dit dans cette intervention à laquelle tu fais référence, que le 21e siècle serait probablement celui où le monde serait confronté à l'échelle de la planète tout entière à la question du post-capitalisme. Effectivement, je pense qu'on vit dans une période où on sent bien qu'il y a des défis énormes qui sont posés à la société et au monde, à la planète, auquel le système capitaliste n'arrivera pas à répondre dans un sens progressiste, dans un sens qui continue à faire progresser la majorité de la société. On voit bien que l'organisation capitaliste du monde et de la mondialisation capitaliste conduit aujourd'hui, par exemple, à une extrême concentration des pouvoirs, des richesses, des savoirs, de manière totalement, je dirais, totalement déraisonnable, alors même que le nombre de gens qui sont mieux formés qu'avant ne cesse lui aussi de grandir sur la planète. Donc on a une aberration de ce système qui est en train d'être porté à un niveau de contradiction extrême, parce qu'on voit les statistiques qui tombent régulièrement, par exemple, qui sont faites par l'ONG Oxfam, qui montrent que la concentration des richesses prend des proportions folles, et avec elle va la concentration des pouvoirs, et à l'autre bout, une dégradation, une précarisation grandissante de la vie, qui touche les plus vulnérables, mais qui touche aussi maintenant très très largement l'essentiel des catégories les mieux formées de la société. Donc la précarité n'est pas une question qui est dans le monde d'aujourd'hui réservée aux gens les plus vulnérables, mais a tendance à devenir la norme, y compris pour les gens les mieux formés.
Donc on a un monde qui est entré dans une période durable d'instabilité. Mais ce qui est vrai au plan économique et social est vrai dans d'autres domaines. Dans le domaine écologique, on voit bien que l'aspiration, enfin la question de la survie de la planète va buter de plus en plus sur ces logiques de prédation financière, sur les logiques d'exploitation des ressources dont le capitalisme s'est fait une spécialité, dont il a même fait un de ses moteurs de développement en fait depuis le début du 19e siècle. Et on voit bien que ce monde est en train de toucher à ses limites. Alors moi je crois que pour cette raison-là et pour plein d'autres que j'ai pas le temps de développer en 5 minutes, mais je pense qu'effectivement il y a une grande actualité à l'anticipation de Marx en fait, qui consiste à penser qu'on va avoir besoin de penser autrement les rapports sociaux et autrement le développement de la société. Donc je pense, première remarque, qu'il y a une très grande actualité à ça. Et la deuxième chose, puisque tu as fait référence à ça, oui, je crois que ce qui mérite par contre d'être beaucoup repensé, c'est que les processus, et donc par rapport à ce que tu disais, oui, je pense qu'on est dans une période qui appelle des révolutions. D'ailleurs, des révolutions, nous en vivons beaucoup en ce moment, dans tout un tas de domaines, sauf qu'il y a une question taboue, c'est celle des rapports sociaux, des rapports de domination. Et c'est celle-là qu'il faut déverrouiller pour pouvoir conduire à des nouvelles phases d'émancipation de la société, une autre conception du développement. Peut-être une des questions à laquelle il faut davantage repenser, je pense, c'est que ces processus de transformation, qu'ils connaissent ou non des moments d'accélération politique, qu'on souvent on appelle les révolutions, on appelle souvent les révolutions en politique les moments d'accélération politique les plus spectaculaires. Donc la Révolution française et les quelques années qu'on appelle la Révolution française, alors que c'est un mouvement qui débute bien avant dans le siècle des Lumières et qui va se prolonger dans le 19e siècle. Et puis on appelle la Révolution d'octobre les 10 jours qui ébranlèrent le monde, comme disait l'écrivain John Reed. Donc on résume ces moments révolutionnaires à des moments d'accélération politique, alors qu'en vérité, moi je crois plutôt qu'il faut penser les processus révolutionnaires dans la durée. Et les processus révolutionnaires qui réussissent sont ceux qui sont capables d'inverser dans la durée. Ça ne veut pas dire que ces moments d'accélération politique ne soient pas utiles ou nécessaires, mais l'aboutissement de ces transformations nécessite un combat de classe qui s'inscrit dans la durée. Et je pense qu'il faut repenser, disons, penser à nouveau ce moment-là dans la durée pour pouvoir être plus efficace, plus constant et créer davantage de conscience autour de la nécessité de ces mobilisations. Et la dernière remarque que je veux faire pour être bref, c'est que pour cette raison-là, je pense que l'organisation politique des classes laborieuses, question que Marx pose dès le départ, bon, pour ceux qui ont vu le film Le jeune Karl Marx, c'est très intéressant pour ça, c'est-à-dire que Marx et Engels se préoccupent au moment du manifeste de la question politique et de l'organisation politique de ceux qui ont intérêt à la révolution. Cette question-là est absolument nécessaire parce qu'il n'y a pas de triomphe possible de processus révolutionnaire sans une organisation politique consciente de ceux, et je ne parle pas seulement d'un parti, mais sans une conscience de la nécessité de ces processus par ceux qui ont intérêt. Donc, effectivement, pour faire des révolutions, je pense qu'il faut travailler beaucoup la question politique. J'entends dire que les partis ne sont plus nécessaires. Bien évidemment, les pratiques politiques, les usages de la politique, la manière dont une organisation politique a besoin de se structurer, ça a besoin de beaucoup changer, et je suis le premier à le penser, et les mutations de la société actuelle doivent nous conduire, nous aussi, à penser autrement notre organisation politique, sûrement. Mais par contre, je reste profondément persuadé
que l'organisation politique de ceux qui ont intérêt à ces changements est nécessaire, parce qu'au cœur de ces processus, il y a la question de conquérir des pouvoirs sur ces processus, et c'est bien la question que les révolutionnaires à tout niveau se posent et que nous devons continuer à nous poser. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure dans le meeting, mais s'occupe beaucoup du champ politique. Parce que ce que fait Emmanuel Macron, ça n'est pas seulement une offensive sur le terrain social et économique au service des riches, c'est une offensive de recomposition politique pour empêcher justement ceux qui pourraient s'opposer à sa politique de reconstruire une organisation ou une majorité ou des majorités politiques capables de s'opposer à lui. Donc il va beaucoup s'occuper d'empêcher des constructions politiques qui pourraient se dresser devant son pouvoir. Et nous aussi, nous devons beaucoup nous occuper de reconstruire politiquement quelque chose d'efficace face à son pouvoir. Merci Pierre. Je vais proposer à Louise d'intervenir maintenant sur le rapport. Tu es une jeune communiste, étudiante communiste rennaise, tu es responsable des étudiants communistes à Rennes. Et donc quel est le rapport des jeunes à la politique et aux idées communistes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc je suis co-responsable du coup. Co-responsable, pardon. Puisqu'on a des responsabilités paritaires. Donc merci de m'avoir invité. Et donc oui, moi je vais intervenir sur ce rapport entre les jeunes et le communisme, qui est pour moi un rapport assez paradoxal, puisque c'est celui d'une opposition entre un contexte dans lequel il semble impossible pour toute personne, et donc les jeunes en particulier, de s'engager dans la politique, et d'autre part, nous, ce qu'on constate dans nos organisations, donc UEC et JC, c'est depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt des jeunes pour le communisme, ce qui semble, ce qui ne va pas de soi, puisqu'on aurait tendance à penser que les jeunes ne s'intéressent ni à la politique ni au communisme, encore moins. Donc je voudrais commencer par évoquer ce contexte dans lequel je suis née, et dans lequel les jeunes communistes sont nés. Donc ce contexte, c'est celui d'une société dans laquelle la pauvreté est immense et dans laquelle trouver un emploi décent relève d'un exploit, donc ce qui touche encore plus les jeunes. C'est celui d'une société dans laquelle toute solidarité est empêchée, dans laquelle aucune liberté réelle n'existe, puisque rien n'est possible sans argent, et où les inégalités nous sont présentées comme naturelles et éternelles. Ce contexte donc, dans lequel nous sommes nés, c'est celui d'une hégémonie écrasante du libéralisme qui empêche tout développement d'une pensée critique. Et nous sommes nés au moment où l'URSS avait disparu ou était en train de disparaître. Donc au moment où le mur de Berlin tombait, et plus tard on nous apprend au collège que le mot communisme rime avec goulag, et que le goulag c'est l'équivalent russe du camp de concentration. Voilà, donc on peut ajouter à cela l'absence du Parti communiste dans le paysage politique, puisqu'il a perdu la force qu'il a pu avoir, et surtout puisque même quand il est existant, etc., il est complètement invisibilisé. Et contrairement à certaines générations qui ont grandi dans les années 70-80, par exemple, nous n'avons donc aucune contradiction politique visible à laquelle on pourrait s'accrocher, en tout cas au moment où on est né. Donc ce contexte, je pense qu'il est résumé par ce que Margaret Thatcher avait dit: il n'y a pas d'alternative. Donc on nous le martèle tout le temps. Et malgré ce contexte qui est plus que défavorable, je pense qu'on peut le dire, de nombreux et nombreuses jeunes s'engagent et rejoignent le mouvement communiste. Donc pourquoi ? Donc selon moi, parce que je pense que c'est nécessaire en fait, puisque c'est vital pour les jeunes qui vivent dans une précarité insupportable. Et donc il n'est plus possible de rester passif ou passive face aux inégalités et face à la violence extrême, donc symbolique, matérielle, dont nous sommes victimes. Voilà.
Ensuite, je dirais que c'est parce que aussi le mot communisme, même si bien sûr ce n'est pas qu'un mot, voilà, est encore porteur d'espoir et les combats qu'on mène le montrent aussi, le démontrent. Donc si les jeunes rejoignent notre mouvement, c'est parce que nous remettons en cause radicalement donc, le système capitaliste, patriarcal, raciste, voilà. Donc pour résumer tout ce que j'ai dit, je dirais que contrairement donc, à ce qu'on pense, de plus en plus de jeunes réinvestissent le débat politique et notamment le camp communiste. Voilà. Merci à toi. Je vais passer à Laurent, Laurent, merci à Louise donc, de son intervention. Il y a eu deux questions qui ont été abordées par vous, par tous les trois. C'est la question du mouvementisme et du parti et la question de la démocratie. Je pense notamment aussi, Pierre, tu disais dans ton intervention du 4 novembre, tu plaçais quelque chose d'essentiel dans la démocratie, mais pas seulement comme un mot, comme un processus qui était central dans la visée communiste, parce que c'était quelque chose qui était essentiel. Donc je voulais un peu entendre Laurent sur la question du mouvement, de la forme parti, peut-être, et tout ce que ça dit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, y compris à gauche, avec Mélenchon, pour pas le nommer, qui travaille sur la question du mouvement, et nous qui voulons rester un parti communiste, voilà. Et donc sur ces questions-là, et puis Pierre, peut-être après sur la question de la démocratie, plus largement, tu verras. Je dirais que aujourd'hui, effectivement, on a dans la gauche radicale au sens large la montée en puissance de deux courants, le mouvementisme et le populisme de gauche, de Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Le point commun, c'est difficile d'expliquer en détail ces deux courants, mais le point commun entre les deux, de mon point de vue, c'est qu'ils se présentent effectivement comme des projets de démocratie radicale. Et donc on n'a plus besoin de parti. C'est-à-dire le populisme de gauche, c'est l'appel permanent au peuple, hein, c'est le peuple face à l'oligarchie. Et le mouvementisme, je l'évoquais brièvement tout à l'heure en parlant de Tony Negri et des tenants de la multitude, c'est effectivement cette idée que de toute façon le communisme va advenir de lui-même. Il n'y a pas besoin de s'organiser, voilà, faut juste laisser le capitalisme aller à son terme. C'est quand même un peu ça l'axe central de cette idéologie mouvementiste. Donc aujourd'hui, la question c'est ça, c'est est-ce que le capitalisme va mourir tout seul, ou est-ce que il y a peut-être plusieurs issues à sa mort possible. Donc il faut savoir comment s'organiser pour l'amener à être dépassé par un autre mode de production. Aujourd'hui, dans le milieu communiste, on parle beaucoup des communs, ou du commun. Ça aussi, il y a une idéologie du commun qui est pour le coup intéressante, qui parle notamment de toutes les expériences collaboratives dans le domaine du numérique. On parle beaucoup des Fab Labs, des Hackerspace. Bon, voilà, tous ces noms qui, en fait, désignent simplement des espaces dans lesquels tout un chacun peut trouver à sa disposition des outils numériques très sophistiqués comme des imprimantes 3D, mais surtout un climat d'entraide, de partage des connaissances, des savoirs, des compétences. Alors ça, c'est très intéressant, mais simplement, ces expériences sont embryonnaires et elles se développent à côté du marché capitaliste. Elles ne l'attaquent pas à la racine. Donc moi je pense qu'il faut poursuivre dans ce mouvement, les accompagner parce qu'elles témoignent de la possibilité d'un autre mode de production. Voilà, ces espaces servent à produire des valeurs d'usage, mais par contre les gens qui s'investissent dedans ne sont pas là pour y vivre, pour en tirer les moyens de vivre. Donc simplement, pour moi, il faut remettre le communisme en selle dans les luttes d'entreprise, dans le monde du travail. Et justement, de ce point de vue-là, il se passe des choses très intéressantes aussi. On voit en ce moment le mouvement des coopératives ouvrières qui repart un petit peu. Je crois que de tête, il y a eu plus 24% de création de scope sur les 4 dernières années. C'est intéressant. Il faut penser aux camarades des Fralib de Marseille, portés par la CGT. Voilà, on voit que des luttes qui au départ sont défensives, nécessairement, sont des luttes de défense de l'emploi. À un moment donné, la dynamique de lutte amène à passer à l'offensive sur la question de la propriété et des moyens de production. Et là, on cherche effectivement à révolutionner les rapports sociaux en général, mais d'abord les rapports sociaux de production, qui restent fondamentaux. Donc je pense qu'effectivement, si on veut organiser une dynamique autour de ces expériences qui peuvent nous entraîner très loin, il faut une organisation, sans quoi le marché capitaliste, effectivement les scopes qui se développent,
en dehors de la SCOP, c'est toujours les lois du marché. Donc s'il n'y a pas une force communiste consciente pour organiser tout ça, pour soutenir ces mouvements, effectivement, il ne se passera rien, ça retombera. Donc moi, effectivement, je suis totalement convaincu de la nécessité d'un parti communiste. Mais je rejoins Pierre Laurent sur, évidemment, la nécessité de le transformer en permanence. Voilà, le mouvement, si on veut parler de mouvement, je pense qu'il doit être plutôt à l'intérieur, entre nous. Effectivement, le Parti communiste, pour être efficace, doit permettre à chaque personne, chaque militant qui s'y investit, de dépasser déjà la société actuelle, de se projeter dans une société post-classe. Donc ça doit être un parti de classe enraciné dans les luttes sociales d'entreprise, mais ça doit être un parti qui aide à voir plus loin. Et donc effectivement, qui doit donner toute sa place aux luttes de classe, mais aussi à toutes les luttes sociétales. Les classes laborieuses ont un message à porter sur toutes ces luttes-là, sur le féminisme, sur l'écologie. Bon. Donc effectivement, je pense que si on relance le mouvement dans ce sens-là, c'est tout à fait positif, quoi. La première chose que je voudrais dire, c'est appuyer ce qu'a dit Louise à partir d'une enquête qui vient d'être réalisée et qu'on va publier, qui va être publiée bientôt. La Fondation Gabriel Péri a fait une enquête justement interrogeant sur les rapports des gens à la question du communisme et du marxisme. Et dans cette enquête, qui n'est pas encore publique, mais que j'ai eu le privilège de pouvoir regarder, on s'aperçoit que plus on descend en âge, plus les générations sont jeunes et plus le rapport est positif. Ce qui est intéressant parce qu'effectivement, peut-être que l'idée commune est l'inverse. C'est-à-dire que comme le communisme a été fort il y a 20 ou 30 ans, il est fort dans la tête de ceux qui l'ont bien connu ou qui l'ont connu de près, alors que chez les jeunes générations, c'est une idée qui est en train de s'éloigner. Cette enquête qui a été réalisée, elle montre l'inverse. Elle montre l'inverse, probablement, pour moi c'est une explication, parce que justement chez ceux qui ont... chez lesquels le poids de l'histoire pèse le plus lourd, parce qu'ils ont bien connu ça, l'idée que ça va être difficile de faire renaître cette idée est très présente. Alors que chez les jeunes qui sont confrontés à l'impasse du monde actuel, et qui se posent la question d'un monde qui est en train de s'enfoncer dans beaucoup d'impasses, cette idée reprovoque de l'intérêt. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils en soient très familiers, qu'ils sachent exactement ce qu'il en est, etc. Mais il y a un intérêt qui est en train de se renouveler. Et ça semble effectivement vrai, et ça devrait susciter notamment une chose, je pense, c'est que le Parti communiste, je sais qu'il y a l'Union des étudiants communistes, dont j'ai été il y a quelques années un secrétaire national, donc j'y accorde toujours autant d'importance, mais je pense que le Parti communiste lui-même devrait beaucoup plus aller parler avec les étudiants dans le monde universitaire, entre autres, mais aussi avec toute la jeunesse précarisée. Et ce qui s'est passé dans les mouvements comme Uber et dans d'autres mouvements est extrêmement prometteur, parce que les choses évoluent très vite, justement parce qu'il y a cette confrontation avec un système qui, comme le disait Louise, n'offre aucun avenir. Et cette question, elle provoque des interrogations profondes, et je pense que c'est une source d'espoir important. Et sur la question de l'organisation, la question démocratique, je pense qu'au fond, le système auquel nous sommes confrontés, je le disais, est un système qui a sophistiqué énormément sa domination par les pouvoirs, par la confiscation des pouvoirs, et aussi sa domination culturelle, parce que les médias sont un pouvoir, et un pouvoir énorme qui entretient une domination culturelle très puissante et qui interdit de poser un certain nombre de questions. Parce qu'à la télévision, il y a tout ce qu'on nous dit, quand je dis la télévision, c'est plus large, c'est les médias en général. Il y a ce qu'on nous dit et ce qu'on nous enfonce dans la tête, mais il y a surtout toutes les questions qu'on ne pose jamais et qu'on ne traite jamais, et qui sont en vérité les vraies questions qu'on devrait se poser. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, alors que se pose la question d'inventer un autre mode de développement, c'est si difficile à faire. Quelles sont les forces qui s'opposent à ça?
qui ont confisqué tellement de pouvoir qu'elles sont plus puissantes à imposer une réponse que souvent des sociétés tout entières qui sentent bien qu'il faut aller vers autre chose. Bon, donc, il y a un système très sophistiqué de pouvoir. Et si nous voulons reconquérir progressivement ces pouvoirs, parce que finalement, c'est par là aussi que passera l'émancipation, eh bien, il faudra des luttes et des luttes de classe dans la durée, organisées, parce que jamais ils ne se laisseront déposséder de ces pouvoirs. Et la logique de concentration actuelle des pouvoirs n'a aucune raison de s'arrêter. Donc à la question qu'évoquait dans une demi-phrase Laurent, de dire est-ce que le capitalisme va mourir? Mais le pire, c'est qu'il peut continuer à vivre, mais il va continuer en provoquant des dégâts de plus en plus considérables. Donc on peut avoir soit un 21e siècle, qui est un 21e siècle qui voit revenir beaucoup d'inhumanité, beaucoup de guerre, beaucoup de violence, d'un système qui devra s'imposer contre la majorité des sociétés sans adhésion de ces sociétés, et qui va organiser la confiscation des pouvoirs, ou au contraire, les sociétés, les peuples, les travailleurs vont prendre conscience que laisser tous les pouvoirs à ceux qui décident est devenu décidément impossible. Et ça, c'est une question qu'on peut poser très concrètement, très souvent. Parce que, par exemple, le système bancaire et financier a droit de vie ou de mort sur tout un tas de gens. Quand un agriculteur n'arrive pas à obtenir de quoi vivre, que c'est sa banque qui décide si tout va s'arrêter ou si son exploitation peut continuer, c'est un pouvoir qui est devenu insupportable. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc je pense que la question, par exemple, du pouvoir bancaire, financier, c'est quelque chose qu'on ne peut plus laisser à l'écart du combat actuel et que nous laissons trop souvent dans nos luttes concrètes à l'écart du pouvoir. La question était revenue très fortement au moment de la crise financière de 2008, mais il faut reprendre cette question-là. Il faut mener des luttes concrètes, et quand je dis concrètes, effectivement, c'est quand une entreprise petite, quand un artisan, quand un paysan est confronté à ça, ou quand un particulier, nous devrions ensemble, collectivement, aller poser des questions à la banque en question, parce que l'argent qui est dans ces banques n'appartient pas à ceux qui décident, il nous appartient à tous, et la société s'est habituée à ce que ce soit comme ça. Donc ce pouvoir qu'il faut aller récupérer contre l'argent, il faut en faire contre ceux qui l'ont confisqué, plus exactement, il faut en faire une question beaucoup plus quotidienne. Nous devons mener cette bataille-là à propos de tout, parce que sinon on se laisse enfermer les uns et les autres dans des logiques qui divisent les gens. Je prends un autre exemple qui a un rapport avec l'agriculture, l'interdiction du glyphosate. Évidemment, si on dit on l'interdit demain matin, mais que rien n'est fait pour aider tous ceux qui doivent changer leur mode de production à le faire, et qu'on leur dit la seule perspective que vous avez c'est la mort, eh bien qu'est-ce qu'on a comme situation? On a une situation de division de ceux qui devraient s'unir pour interdire cela contre ceux qui, comme Monsanto et d'autres, imposent des manières de produire dans la société dont la société ne veut plus, au fond, dans sa majorité. Eh bien, ce travail d'unification, si nous voulons le faire, on parle beaucoup de rassemblement, ça passera par le fait de mettre en avant des objectifs qui, justement, unissent tout le monde et qui désignent les pouvoirs que nous devons ensemble aller reconquérir. Et moi, je crois que les communistes ont beaucoup à dire là-dessus, beaucoup à faire, et eux-mêmes, probablement beaucoup à s'améliorer pour ça. Vous savez, nous, on se bat... J'aperçois tout à l'heure dans la salle Christine Pruneau, qui est sénatrice avec moi, sénatrice des Côtes-d'Armor, dans le même groupe. Nous, on se bat au Parlement, mais je peux vous dire, évidemment, on est peu nombreux, tout ça, mais on se heurte pas seulement à une majorité de droite, on se heurte en vérité en permanence au lobby des grandes puissances économiques, qui sont toujours à l'affût et qui, eux, s'occupent de chaque texte qu'on discute. Et à chaque fois qu'il y a un texte qui risque, derrière une virgule, dans une demi-phrase, de mettre en cause un pouvoir,
eh bien là, il s'en occupe immédiatement pour organiser la pression et empêcher que ça se fasse. Donc ils défendent bec et ongle le système de domination actuel. Et nous devons construire des luttes qui mettent en cause le plus systématiquement possible ces politiques de domination. Et oui, nous avons besoin, le mouvement ouvrier, comme on disait avant, il n'est plus seulement ouvrier, les professions se sont diversifiées, mais disons, ceux qui sont les victimes de ce système de domination et d'exploitation et qui sont aujourd'hui l'immense majorité de la population ont besoin de s'unir pour dire stop, ça suffit, c'est pas vous qui décidez. C'est effectivement la majorité qui doit décider comment vivre, comment produire, comment organiser la vie sociale. Et la bataille en face qu'il mène est au contraire de rendre toujours des secteurs plus importants à la loi du marché, et à travers ça, il récupère davantage de pouvoir sur nos vies. Et quand je disais des choses concrètes, quand ils organisent la privatisation d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public local ou d'un service public de santé, etc., c'est scandaleux parce qu'ils vont faire de l'argent sur des secteurs où il ne devrait pas y avoir de profit. Mais en plus, ils se donnent le pouvoir d'organiser nos vies, de décider que telle maladie peut être soignée, que telle autre ne mérite pas d'être soignée. Et alors qu'il y a des gens dans la société qui souvent disent « mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire autrement ?» qui ne comprennent pas ça. Eh bien, nous devons éclairer sur les responsabilités de cette situation. Sinon, si nous ne menons pas ce travail d'éclaircissement, eh bien la colère devient une colère contre le système en général, contre la politique en général, contre les politiques, comme disent les gens. Parce qu'en vérité, ils ne savent pas désigner la cause de la difficulté qu'ils rencontrent. Et le travail communiste doit être un travail qui identifie les causes de cette situation pour aider les gens à s'unir, parce que si nous le savons le faire, ils s'apercevront que ceux qui détiennent ces pouvoirs sont en vérité très peu nombreux par rapport à leur force collective. Mais nos adversaires font un grand travail pour que cette conscience collective, eh bien, elle soit minée sans cesse par tout un tas de divisions entre ces forces sociales. Et le travail de rassemblement, moi je parle souvent de rassemblement. Alors quand je parle de ça, on croit toujours que je veux seulement parler d'unir telle ou telle formation politique à telle ou telle autre. Mais ça n'est pas seulement ça dont je parle. C'est que pour réussir une transformation sociale, quelle qu'elle soit, il faut que la majorité de ceux qui ont intérêt soient unis, quelles que soient parfois, à un moment donné, leurs idées plus générales sur l'état de la société. Donc nous n'avons pas à rassembler uniquement les gens qui sont d'accord avec nous sur tout. Nous avons, bataille par bataille, à unir tous ceux, et ils sont l'immense majorité, qui ont intérêt à ces changements. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut conduire et construire des processus révolutionnaires réussis. D'ailleurs, en 1917, puisqu'on a beaucoup parlé de ça récemment, la révolte populaire naît de choses extrêmement concrètes. Et la révolte qui se lève contre le tsar se lève sur des sujets extrêmement concrets qui touchent à la vie quotidienne des gens. Évidemment, il y a au cœur de ce mouvement des bolcheviks qui, eux, voient plus loin et qui discutent autour d'eux. Mais les gens ne se mettent pas, ne vont pas manifester contre le tsar à Saint-Pétersbourg parce qu'ils veulent faire la révolution socialiste. Ils vont manifester contre le tsar parce que le tsar les affame et que la situation est devenue intenable pour eux. Et évidemment, il y a des forces qui voient plus loin, qui comprennent où sont les obstacles et qui essayent de l'expliquer autour d'eux et qui avancent avec ce mouvement et qui en font à un moment donné un mouvement qui porte bien plus loin que son point de départ. Et nous sommes en vérité confrontés toujours à cela. Il y a sans cesse des étincelles qui peuvent s'allumer sur telle ou telle question qui portent en vérité beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut savoir se saisir de cela, savoir faire grandir le mouvement autour de cela, et puis faire grandir des consciences en marchant, pas comme un préalable, en marchant.
et en continuant à avancer et à travailler avec ceux qui se mettent en mouvement, avec leurs différences, avec leur diversité, avec leur niveau de conscience à un moment donné tel qu'il est, et qui progressivement vont prendre conscience de l'obstacle auquel il est nécessaire de s'attaquer. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'évidemment, une des difficultés aujourd'hui, c'est que la bataille, cette bataille-là, elle doit se mener à toutes les échelles, locales, nationales, européennes et mondiales. Et en vérité, entre ces différentes échelles de combat, il n'y a plus autant de différences qu'avant, avec la mondialisation. Et pour mener certaines batailles du quotidien, eh bien, on est tout de suite obligé de s'affronter à des puissances qui sont des puissances mondiales. C'est par exemple le cas avec Uber. Quand les gens se mettent en lutte contre Uber, eh bien, ils s'attaquent à une des multinationales les plus puissantes du monde. Et ils ne le savent pas forcément, ils ne le vivent pas comme ça. Donc les batailles, effectivement, aujourd'hui, il faut les mener à toutes les échelles en même temps. Ça demande aussi de revaloriser, dans ce qui est le travail du Parti communiste, la dimension internationaliste de son travail. Ne cédons pas, parce que la bataille est difficile, à l'illusion que dans cette situation, le repli nationaliste serait peut-être une possibilité d'avancer plus vite. Je pense qu'il faut mener la bataille à chacune des échelles avec la même détermination si nous voulons pouvoir réussir à remporter de belles victoires. Vous voulez intervenir, Louise? Merci à toi. Oui, je voulais intervenir sur cette question de la nécessité d'une organisation politique pour structurer justement cette colère, cette contestation des jeunes qui en fait nous rejoignent souvent au moment de mouvements sociaux. Donc il y a des vagues comme ça, donc le CPE en 2006, ensuite les différentes réformes qu'il y a eu, réforme des retraites, etc. Et là, très récemment, le mouvement contre la loi travail, qui pour nous a vraiment été un moment de renforcement assez énorme. Il faut vraiment s'en rendre compte, à la rentrée de l'année dernière, on avait plusieurs dizaines de personnes qui venaient nous rejoindre, voilà. Et donc qui nous rejoignaient, donc en général, un petit peu pendant le mouvement social, mais surtout après. Puisque au départ, ils sont plus dans une attitude de contestation, par rapport à un contexte et des réformes qui sont profondément injustes et qui les atteignent particulièrement. Et ensuite, ils nous rejoignent donc pour s'organiser, pour pouvoir militer au quotidien contre ce système-là. Et surtout, pour pas seulement contester, puisque ça, la contestation, elle est présente un peu partout, mais voilà, c'est pas seulement de la contestation, c'est surtout travailler pour une autre société et proposer d'autres choses, ne pas seulement être dans un mouvement négatif de refus, de rejet, mais vraiment proposer autre chose. Et pour moi, c'est ça le mouvement communiste, c'est un refus radical de la société dans laquelle on vit, mais surtout un projet totalement différent et voilà. Et donc, le mouvement communiste, c'est ça, c'est une organisation, un projet. Et si au départ, du coup, ils ne sont assez approximatifs, comme tu le disais, sur le mot communisme, et que pour eux, ça signifie simplement quelque chose qui propose quelque chose de différent, ils vont petit à petit aussi se réapproprier une histoire avec énormément de recul. Donc là, par exemple, on a organisé pendant le mois d'octobre plusieurs événements sur la Révolution d'octobre. Et oui, c'est un mouvement aussi de réappropriation de cette image. Et je pense vraiment que le mouvement communiste doit se décomplexer par rapport à son histoire, puisque l'autocritique, elle a été faite et elle est continue aujourd'hui encore. Il faut constamment être dans un mouvement critique par rapport à notre histoire et surtout maintenant se concentrer sur l'avenir et construire un espace le plus démocratique possible et voilà, et constamment être critique par rapport à hier et aujourd'hui. Merci. En fait, il y avait Laurent qui voulait intervenir à nouveau. Peut-être après rapidement Pierre sur les questions sur le projet sur les cahiers de progrès social, etc. Enfin, le projet du parti. Et puis après les questions à la salle, en sachant qu'il y a après assez rapidement
Pierre va enchaîner avec le meeting. Voilà. Donc Laurent, sur... Rapidement, moi je voudrais revenir sur la question de la démocratie. Parce qu'effectivement, Pierre l'a dit, c'est essentiel d'intervenir à tous les échelons, d'intervenir partout. Et en même temps, la difficulté qu'on a peut-être aujourd'hui, c'est que la démocratie, je parlais tout à l'heure du mouvementisme et du populisme de gauche, la démocratie est parfois instrumentalisée pour noyer, pour minimiser l'action sur les rapports sociaux de production, pour relativiser les luttes des travailleurs. J'évoquais tout à l'heure Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Leur ouvrage fondamental, Hégémonie et stratégie socialiste, qui a été publié en 1985, mais qui a été réédité il y a quelques années et qui rencontre un certain écho dans les milieux de chercheurs, mais au-delà, tout un chapitre vers la fin de l'ouvrage touche à la question de la socialisation des moyens de production. Mais tout du long, c'est pour marteler que cette question ne peut pas être réduite à l'autogestion des travailleurs, qu'elle doit concerner tous les sujets de la société. Alors, dans l'absolu, évidemment, tous les sujets doivent être conviés dans l'absolu à définir le mode de production, les finalités, à intervenir sur les finalités de la production. Est-ce que les finalités, c'est une minorité de capitalistes pour leur profit, ou est-ce que c'est l'immense majorité? Mais en même temps, attention, quand on dit tous les sujets sont conviés, mais qui sont ces sujets qui aujourd'hui ne sont pas des travailleurs et qui devraient être conviés à discuter de cette question des finalités de la production et des moyens de production? Est-ce que ce sont les rentiers? Est-ce que ce sont les actionnaires? Est-ce que ce sont... Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas, avec le concept de démocratie, ostraciser le fait qu'on est dans une société de classe et on est tous, même si ça s'est évidemment fortement complexifié ces dernières décennies, on est tous positionnés, qu'on le veuille ou non, par rapport à cette question de la propriété des moyens de production. Aujourd'hui, les ouvriers et les employés sont toujours l'immense majorité de la population active. Enfin, ils représentent quasiment la moitié. Le salariat, c'est 88% de la population active. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, il faut repartir de ces bases-là dans le monde du travail, dans les entreprises, pour effectivement poser la question de la démocratie. Mais la démocratie, évidemment, on sera tous d'accord, j'imagine, n'est pas un projet en soi. Et ensuite, pour revenir juste rapidement sur la question du rassemblement, ce que je voudrais juste dire, c'est que tout à l'heure on parlait du projet communiste, de l'idée communiste. Il faut aussi se demander qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui. Moi je pense que ce qui fait la force des communistes aujourd'hui, c'est leur exemplarité, c'est le fait d'être dans la vie réelle, avec les gens qu'ils défendent. C'est de ne pas être au-dessus, mais d'être à côté, pas à côté dans une démarche de sacrifice ou christique ou je sais pas quoi, mais vraiment une démarche de lutte. Comme tout à l'heure on évoquait les scopes, bon, ce genre de lutte, voilà. Donc c'est ça qui fait la force des communistes, c'est leur exemplarité au quotidien. Le fait qu'ils se mobilisent dans les luttes parce que tous les autres jours de l'année, ils sont investis socialement partout, dans les quartiers, dans les cités, voilà, et dans les entreprises. Et par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à la question du travail. Il y a une éthique immanente au travail, ou peut-être même qu'on doit parler d'une morale. Un philosophe qui travaille beaucoup sur ça, c'est Yves Schwartz, qui travaille beaucoup sur les valeurs d'entraide qui sont mobilisées dans le processus de travail au quotidien. Pas seulement quand il faut défendre les emplois, au quotidien. C'est-à-dire face aux imprévus qui surgissent dans tout processus de production. Bah là, nécessairement, voilà, les gens qui sont investis dans leur boulot s'entraident, trouvent des solutions ensemble, et c'est sur ce terreau-là, c'est ça qui fait la force ensuite quand il s'agit de passer à l'action. Et je pense que les communistes sont très investis dans leur travail, et c'est ça qui fait leur force. Et plus globalement, on parle beaucoup de flexibilité dans notre société aujourd'hui. Il y a un sociologue, Zygmunt Bauman, qui parle même de société liquide. Ben moi je pense qu'être communiste aujourd'hui, c'est savoir aussi redevenir inflexible, redevenir intraitable face à toutes les situations qui amenuisent l'être humain, qui nous réduisent. Voilà, je terminerai sur ça. Juste pour réagir sur ce que vient de dire Laurent, moi je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il y aurait une faute grave à, en quelque sorte, relativiser, et encore pire, minimiser le conflit de classe qui est au cœur du système de domination actuel.
dans les entreprises et à l'échelle mondiale avec la mondialisation telle qu'elle s'est construite sous domination capitaliste, telle qu'elle s'est étendue sous domination capitaliste depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc je pense qu'il y aurait effectivement une faute politique à relativiser ça en pensant qu'on peut en quelque sorte contourner le problème par des processus qui éviteraient cette confrontation, alors que c'est ça qui est au cœur de la crise. Là où je suis moins d'accord, je pense, avec ce que dit Laurent, c'est que de la même manière, moi je crois qu'il y aurait une faute à relativiser la question démocratique. Et au contraire, je pense qu'il faudrait la revaloriser à nouveau dans notre combat. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien d'ailleurs que la démocratie n'est plus quelque chose que le capitalisme supporte avec plus ou moins de bien, mais il est en train là aussi de la réduire, et de la réduire dans tous les domaines. Même au Parlement où nous sommes, quelques parlementaires communistes, tout est fait pour réduire l'espace de délibération démocratique de cette enceinte, dans laquelle pourtant nous ne pesons pas énormément. Et qui, pour ce qui est par exemple du Sénat, aujourd'hui dominé par la droite et l'Assemblée dominée par le groupe En Marche. Et pourtant, c'est encore trop pour eux, parce qu'ils veulent réduire le pouvoir de délibération de ces assemblées-là. Pourquoi ? Parce que d'une manière ou d'une autre, elles font quand même écho à ça, et puis parce qu'elles font écho à ce qui travaille les sociétés, et puis parce que la concentration des pouvoirs dans des mains extrêmement étroites, et tous les systèmes politiques, le nôtre en particulier, mais en Europe, évoluent vers des systèmes qui donnent de plus en plus de pouvoir à des cercles étroits, comme c'est le cas chez nous avec la concentration des pouvoirs à l'Élysée, eh bien mettent à l'abri le maximum d'espace de la confrontation qui existe dans les sociétés. Et donc on voit bien qu'on est vers une évolution. Alors l'entreprise, c'est caricatural, hein, et les lois Macron ont une dimension essentielle de la loi travail, enfin de toutes les lois d'ailleurs qui ont été votées dans le quinquennat sous Hollande, de l'ANI, ensuite de la loi travail, de la loi Rebsamen, de la loi travail et maintenant des ordonnances. Une des constantes de ces 4 grandes lois dites sociales, alors qu'elles sont en vérité antisociales, c'est non seulement d'avoir attaqué les droits sociaux, mais c'est d'avoir réduit à chaque fois les possibilités d'intervention syndicale, les possibilités d'intervention des travailleurs sur les décisions de l'entreprise. Donc moi je crois que la question démocratique est au cœur de l'affrontement de classes, elle aussi. Et donc moi à l'inverse de peut-être de ceux qui cherchent à relativiser la question de classe, moi je pense qu'il ne faut relativiser ni l'une ni l'autre, mais au contraire faire de la question de la mise en mouvement démocratique du peuple autour d'objectifs d'émancipation une question essentielle. Et pour dire un mot, puisque tu m'y as invité, sur la démarche dont je reparlerai tout à l'heure, donc je vais en dire juste un mot, des États généraux du progrès social, notre idée c'est quoi? C'est de répondre à une question concrète du moment. Moi je ne crois pas, je le dirai tout à l'heure, je crois que c'est même une faute politique de dire Macron a marqué le point. D'abord parce que je pense que ce qui s'est passé depuis 6 mois, c'est l'inverse. Macron a gagné l'élection présidentielle et pensait, fort de cette élection présidentielle, pouvoir asseoir définitivement sa domination sur la société et faire passer. Alors évidemment, il arrive à le faire passer parce que l'organisation des pouvoirs actuels permet, malgré l'hostilité majoritaire du pays, de faire adopter ces lois. Mais ce qui est frappant sur ces 6 derniers mois, c'est qu'il n'a pas réussi à entraîner dans la foulée de l'élection présidentielle la majorité du pays dans une adhésion à sa politique. Et ce qui s'est passé autour du budget, c'est plutôt l'inverse, parce que les gens ont compris, au contraire, le caractère de classe de cette politique. Et ce qui se passe sur le logement social, ce qui se passe avec les maires, la révolte, ce qu'on appelle la révolte des maires en ce moment, contre la violence des politiques d'austérité qu'est en train de mettre en place
Macron montre qu'il y a au contraire une très grande résistance dans le pays. Mais la question qui est posée, puisque nous n'arrivons pas encore à gagner, à empêcher ça, c'est quelle perspective on donne à ça? C'est pas, bon, on a perdu le point, on passe à autre chose. Au contraire, il y a une contestation multiforme qui s'installe dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, nous, les communistes? Quelle initiative on prend pour qu'il y ait des perspectives données à ce mouvement, pour qu'il y ait de la convergence entre les gens? Nous, on est partis beaucoup dans la bataille sur les ordonnances, mais aujourd'hui, il y a des gens qui se battent, des syndicalistes sur les ordonnances. Il y a des gens qui se battent pour pour ne pas supprimer les emplois aidés parce que ça fait mourir le tissu associatif. Il y a des gens qui se battent, des maires et des élus locaux qui se battent contre l'austérité dans les collectivités locales. Il y a des gens des femmes qui se mobilisent sur la question des droits des femmes. Tous ces combats se mènent, si je puis dire, chacun dans son couloir. Est-ce qu'on ne peut pas créer les conditions de dire non, au fond, enfin, encourager ces combats, mais dire pas non, mais dire en même temps, mais regardez, en vérité, il y a une logique, on s'oppose à une logique qui est une logique d'écrasement des droits sociaux. Et il est temps qu'en France, on porte à nouveau une logique de progrès social. Et la crise dont on nous rabat les oreilles ne nous empêche pas de mener cette politique de progrès social, parce que les moyens du redressement existent dans le pays, mais il faut les mobiliser. Et par exemple, les soustraire au CICE ou les soustraire à l'évasion fiscale. Mais nous ne sommes pas dans un pays qui manque de moyens. Bien, cette cohérence-là, cette vision-là, ça aiderait ces luttes à continuer, à tenir, plutôt qu'à se décourager. Au fond, c'est ça qu'on veut essayer de faire avec les États généraux du progrès social. Donner des perspectives à ce mouvement en lui faisant prendre conscience d'une convergence d'intérêts que parfois tous ceux qui sont en lutte ignorent ou n'en mesurent pas la portée. Donc les États généraux du progrès social, c'est un acte politique des communistes pour essayer d'aider justement, de contribuer au développement des contestations multiformes qui sont en cours dans le pays. Donc moi je ne crois pas du tout qu'il faille dire ça y est, il a marqué le point, on passe à autre chose. Il faut poursuivre ce qui a été engagé, et puisque la bataille est difficile, parce qu'elle l'est, ça c'est vrai, et que Macron a beaucoup de moyens, eh bien il faut aider les gens à se donner davantage de moyens, et c'est ça que nous voulons faire en le construisant à la base avec ce qu'on appelle les cahiers du progrès social, pour aller au contact direct de ceux qui sont engagés dans les luttes, mais en construisant aussi une initiative nationale qui les fasse converger, les fasse se retrouver ensemble le 3 février à Paris pour prendre conscience de cette force collective très importante qui existe dans le pays, mais qui se sent désarmée et parfois injustement désarmée par rapport à la force potentielle dont elle dispose.